À la fin de cette vidéo, vous maîtriserez tout ce qu'il faut savoir pour commencer avec Flutterflow. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité, de soloprenariat et par extension de Flutterflow. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on passe tout de suite au guide ultime de Flutterflow. Alors, avant de commencer, il faut faire un petit retour sur qu'est-ce qu'est Flutterflow. Flutterflow, c'est un outil no-code qui est hyper performant et qui permet de créer des applications mobiles sans coder. Pour ça, c'est relativement simple, ils utilisent ce qu'on appelle un front-end, ils se définissent comme étant un front-end et utilisent des back-ends qui sont externalisés. Donc Flutterflow, l'équipe de Flutterflow, eux, leur préoccupation, c'est pas où est-ce que vous stockez la donnée. Leur préoccupation, c'est où est-ce que vous allez montrer cette donnée et comment est-ce que vous allez la montrer. Et donc, ils ont travaillé d'arrache-pied pour créer le meilleur outil pour créer des applications mobiles. Et pour ça, contrairement à d'autres alternatives comme on a pu voir avec Adalo ou Glide, ils n'ont pas eu à refaire tout ça eux-mêmes. Ils ont pris des bouts de code appartenant à les librairies de Flutter. Flutter, c'est un langage de développement qui est utilisé pour créer des applications mobiles, à la base principalement sur Android puisque ça vient de Google, mais aussi sur iOS. Et donc l'équipe de Flutterflow, ce qu'ils ont eu à faire, c'est reprendre la librairie de Flutter et l'adapter à un langage visuel, donc au no-code. Ça existe depuis quelques années, mais c'est un outil qui est relativement récent, qui a été créé par 2 développeurs et qui est basé en Californie. Alors maintenant qu'on a dit ça, quel type de back-end on peut utiliser? Et bien déjà, il y en a plusieurs. Il y a le plus connu, c'est évidemment Firebase, tout simplement parce qu'il appartient encore une fois à Google. Et donc, il se plug hyper facilement. L'interface est faite pour utiliser Firebase et donc c'est l'outil qui va mieux s'intégrer avec Flutterflow. À l'heure où je parle, il y a plein de fonctionnalités qui sont encore liées à Firebase, comme par exemple les paiements avec Stripe, comme par exemple les deep links pour envoyer directement un lien dans l'app et plein d'autres petites fonctionnalités comme ça, tout simplement parce que ça fonctionne dans l'écosystème qui a été créé par Google et du coup c'est beaucoup plus facile. Mais dernièrement, ils ont ajouté également Supabase qui est une alternative open source à Firebase qui est très populaire en ce moment. Donc il y a de fortes chances qu'ils continuent à jouer là-dessus, mais pour l'instant la documentation et tout ça c'est surtout fait pour Firebase. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser Xano, c'est vraiment un back-end externalisé au sens propre qu'on vient aller chercher grâce à des API, contrairement aux autres qui peuvent être beaucoup plus techniques et qui ont un background plus destiné aux développeurs. Donc c'est à vous de choisir. Alors maintenant, on va être dans l'interface de Flutterflow et on va essayer de parcourir tous les éléments pour que je vous explique à peu près à quoi ça correspond. Donc là, on arrive devant un écran et il y a énormément de boutons partout. À quoi ça sert tout ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tab par tab pour que ce soit plus clair. Donc ici, c'est la première table, c'est la table des éléments, la table du design. C'est là où vous allez pouvoir designer votre application. Ensuite, en dessous, vous avez la table du widget tree, donc c'est là où vous allez avoir tous les éléments comme dans Webflow, comme dans Bubble, avec tous les éléments que vous avez sur un écran spécifique. Donc là, voilà, j'ai une colonne et à l'intérieur, j'ai juste une image. Ensuite, vous allez avoir le sélecteur de page, donc c'est là où vous allez avoir tous vos écrans de votre application. Ici, c'est la base de données, donc c'est là où vous allez stocker toutes les informations sur vos utilisateurs, qui est lié à Firebase, évidemment. Si vous voulez utiliser Supabase, ça va se faire dans les paramètres, mais ce ne sera pas exactement à cet endroit-là. Donc là, voilà, il y a plein de choses sur Firebase. Vous pouvez configurer des règles, etc. Mais grosso modo, c'est là où vous allez avoir les bases de données si vous utilisez Firebase. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les local states. Alors, qu'est-ce que c'est les local states? C'est tout simplement un endroit où vous allez pouvoir stocker sur le device, sur l'iPhone ou sur le Android de la personne qui utilise votre application, des données afin de réduire les temps de chargement. Moi qui utilisais Xano comme base de données, le fait de les avoir en local, ça permettait de limiter les temps de chargement et d'avoir une expérience plus agréable pour les utilisateurs. Ensuite, ici, il y a tous les endpoints, donc c'est là où vous allez pouvoir pinguer votre application. Moi, c'est tous ceux qui redirigent sur mon back-end sur Xano, mais vous pouvez appeler n'importe quelle API. Donc là, principalement, l'exemple qui est tendance en ce moment, c'est ChatGPT, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle API qui est disponible. Et donc, ça se fait à partir de cet endroit-là. Ensuite, vous avez le File Manager où vous avez tous les fichiers médias qui ont été uploadés. Vous avez la partie sur le custom code et c'est là où vous allez créer
les actions customisées, les widgets customisés et les fonctions customisées. On reviendra là-dessus, mais sachez que c'est ici que ça se range. Et ensuite, ici dans les paramètres, c'est là où on va gérer tous les paramètres de notre application. Il y en a énormément, mais c'est là qu'ils se retrouvent. Alors maintenant, on va passer à la partie sur le design. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Et bien tout simplement, ça fonctionne avec des éléments comme sur n'importe quel outil no-code que vous allez pouvoir drag and drop directement ici. Ça fonctionne aussi avec Flexbox. Alors je ne sais pas si c'est Flexbox, mais c'est le même fonctionnement. Vous allez avoir des colonnes et des lignes, et à chaque fois vous allez construire comme ça, vous allez pouvoir mettre des lignes dans des colonnes dans des lignes, et avec ça vous allez pouvoir architecturer votre écran. Donc par exemple ici, ça fonctionne de la manière suivante. J'ai créé ma colonne, j'ai mon image, je peux dans ma colonne mettre des rows, et à l'intérieur de cette row, je peux mettre une colonne, et ensuite voilà, je peux venir construire comme ça, pixel par pixel, mon application. Agréable parce qu'on peut faire des applications super propres. Ensuite, on a donc différents éléments visuels. Donc on a une list view pour avoir les éléments en liste, on a une grid view pour avoir les événements en grid, donc c'est-à-dire 2 ou 3 colonnes, et la même chose sur toute la hauteur de la page. On a l'élément stack pour superposer plusieurs éléments les uns au-dessus des autres, le spacer pour créer un espace, le divider pour créer une ligne, le vertical divider pour créer une ligne verticale, tab bar, donc ça c'est quand on utilise plusieurs tabs différentes. Par exemple, vous avez une liste, vous avez une carte, vous pouvez jouer entre les deux. Page view, là vous allez avoir comme un espèce de carrousel. Expandable, là vous allez pouvoir étendre ce que vous avez sur la page. Wrap, c'est pour les listes, pour qu'elles repassent à la ligne. Formulaire, c'est un formulaire. Staggered view, c'est un peu comme Pinterest. Swipeable stack, c'est comme Tinder. Et flippable card, c'est comme, je sais pas, quand vous avez envie de faire des cartes Anki par exemple pour réviser des cours, etc. Vous allez utiliser ça. Et ensuite, il y a plein d'éléments de base, donc des textes, des images, qu'elles soient en cercle ou pas, des boutons, des icônes sous forme de boutons. À noter que, contrairement à d'autres outils no-code, vous avez la possibilité d'importer vos icônes personnalisées et de les importer à un format spécifique. C'est un peu compliqué, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Vous pouvez mettre un vidéo player, un YouTube player, un calendrier, une checkbox, et ensuite vous avez des éléments de liste qui sont préfaits. Vous pouvez mettre un audio player, une carte, vous pouvez mettre du flou d'arrière-plan, vous pouvez mettre des animations, du HTML, des codes barres, une table de données, une mouse region. Donc si vous par exemple vous voulez savoir où est-ce que la mouse est sur une application, par exemple sur le web, parce que c'est aussi ça la force de Flutterflow, c'est que ça permet aussi de faire des applications sur le web, donc pour ça c'est très utile. Ensuite, il y a d'autres éléments de page, donc ça c'est pour faire des menus, les montrer et les cacher. Ça c'est pour faire un header, un menu header en haut. Ça c'est le bouton qui est en bas à droite. Et ensuite vous avez des éléments d'interaction, donc là un formulaire, un drop-down, des boutons radio, donc comme par exemple un QCM, un slider, une barre de rating, un formulaire de credit card, des chips, donc c'est des petites options à sélectionner, un bouton pour compter, et voilà, vous avez plein de choses. Donc là on a vu tous les éléments, ça c'est pour la partie éléments. Ensuite il y a la partie à droite où là ça va être plus du design, donc vous avez la possibilité avec ces boutons là de configurer un peu les éléments dans l'espace comme vous voulez. Vous pouvez aussi ici choisir si vous voulez montrer ou les cacher en fonction des devices, ou les montrer et cacher en fonction de conditions. On reviendra dessus après, pour l'instant on va continuer. Vous pouvez choisir est-ce que l'élément que vous sélectionnez est scrollable. Donc là par exemple si je fais ça, est-ce que c'est scrollable et est-ce que c'est primary. Primary, ça va donner la priorité sur les autres éléments qui sont scrollables. Ensuite vous pouvez choisir l'alignement, mettre tous les éléments en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. etc. Donc voilà, vous avez une grande liberté là-dessus. Et donc vous avez tout un tas d'actions différentes qui vous permettent de générer des actions. Donc que ce soit des actions directement avec Firestore, donc pour modifier des éléments dans la base de données, des éléments d'authentification avec Firebase, donc par exemple
exemple pour envoyer un code de SMS, pour envoyer un email de vérification, ce genre de truc. Vous pouvez aussi faire une recherche avec Algolia, qui est un outil pour faire des recherches hyper avancées. Vous pouvez rafraîchir la request d'une database, donc en gros rafraîchir. Vous pouvez mettre à jour un local state, donc insérer dans le téléphone, dans l'application, des éléments qui vont pas bouger, qui vont être là pour améliorer les temps de chargement ou avoir une donnée que vous voulez sauvegarder dans le téléphone. Ensuite, les événements Google Analytics pour savoir où est-ce que les gens cliquent, l'identification biométrique pour Face ID, etc. Et ensuite, vous avez voilà, tout un tas d'actions. Vraiment, c'est hyper complet, il y en a une tonne. Vous pouvez aussi créer des actions custom avec des bouts de code que vous allez venir insérer. Il y a aussi des options visuelles, donc par exemple des petites alertes ou ici des retours haptiques, donc des petites vibrations. Vous pouvez envoyer des notifications push, vous pouvez envoyer du partage, donc utiliser le share sheet qu'il existe sur iOS pour partager à une autre application. Voilà, c'est hyper complet, franchement, je pense que c'est l'outil qui est de loin le plus complet à ce niveau. Et ce qui est très cool, c'est que quand vous avez des actions, vous pouvez déclencher un arbre d'actions. Donc par exemple, ici on pourrait naviguer vers une autre page, et une fois qu'on fait ça, on peut aussi ouvrir l'éditeur d'actions. Et là, ça fonctionne un peu comme un arbre, on peut créer une succession d'actions différentes. Donc là, par exemple, on lui dit de naviguer là. Alors, évidemment, dans cet ordre-là, ça ne marche pas parce que la navigation, en général, c'est le dernier dans la liste. Mais on peut faire tout un tas d'actions, modifier un élément, atteindre une API comme ça. Donc là, voilà, on peut aller atteindre cette API. Et ensuite, on peut venir mettre des conditions entre plusieurs actions. On peut dire par exemple que si les paramètres de cette action 1 correspondent à ce critère-là, et ben à ce moment-là, on va déclencher cette série d'actions. Et à l'inverse, si c'est faux, on va déclencher l'autre série d'actions. Voilà, ça c'est hyper complet. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On reviendra peut-être là-dessus. On va passer à cet élément qu'on appelle Backend Query. Backend Query, c'est là où vous allez chercher, notamment pour les listes, des éléments qui sont dans votre base de données, donc que ce soit sur Firebase ou Supabase, c'est ici que vous allez les chercher. Et donc ici, vous pouvez soit Query Collection, bon là vous allez aller dans Firebase, Document from Reference, bah là vous allez chercher une ligne en particulier de votre base de données. API Call, bon bah ça va être des calls API, vous allez réceptionner la data des calls API. Ensuite, vous avez Supabase Query, bah là c'est la même chose mais sur Supabase, et Algolia Search, c'est pour faire une recherche sur Algolia. Ensuite, une fois que vous avez défini la source de vos données, vous allez utiliser ici le Generating Children from Variable. Donc c'est là où vous allez déclencher en fait la transformation entre la source de données que vous allez chercher qui est juste ici, et ensuite le transformer en justement un jeu de données différentes. Donc là par exemple vous allez utiliser, ici vous allez créer un nom de variable, vous allez chercher la source juste ici, et du coup cette source que vous êtes allé chercher, il va bien la transformer en variable avec les différentes lignes. Donc les deux fonctionnent ensemble. Très important de maîtriser ça. D'un côté, vous allez chercher la donnée et ici, vous allez la montrer. Donc, vous allez la montrer directement dans l'application. Ensuite, il y a toutes les animations. Donc là, il y a énormément de types d'animations. Vous pouvez flouter, vous pouvez avoir un fade, vous pouvez slider, scaler, etc. Voilà, c'est hyper libre sur l'animation. Encore une fois, c'est l'outil NoCode qui permet de faire les animations les plus avancées, loin devant tout le reste. Et ici, c'est les notes, donc la documentation et l'accessibilité, si jamais vous avez des gens qui ont besoin de cette accessibilité, vous pouvez les mettre ici. Maintenant, on va passer au widget tree, et c'est là où vous allez avoir un peu l'arborescence de tous vos éléments. Donc voilà, ici, je suis sur un écran, et c'est un peu là où j'avais mis ma toolbox avec tous mes outils. Et donc pour ça, c'est relativement simple, j'avais empilé tous les éléments comme ça. Donc ici, j'avais mis une app bar avec un logo pour se connecter. Ensuite, ici, j'avais mis une colonne avec une ligne et un icône au milieu, puis un texte en dessous. J'avais mis du padding ici pour bien faire une petite séparation. Et ensuite, sous cette colonne, j'avais mis une autre, j'avais mis un container directement. Donc ça, on a une première colonne. À l'intérieur de cette colonne, j'ai mis une autre colonne qui contient plusieurs éléments empilés les uns sur les autres. Et en dessous, j'ai mis un container qui contenait une ligne.
et à l'intérieur de cette ligne, j'avais des éléments qui étaient en ligne, donc un icône et une texte. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée des applications sur Flutterflow, c'est en empilant les éléments les uns sur les autres et en les indentant les uns à l'intérieur des autres, pour avoir une sorte d'arborescence comme ça. Certains éléments où il y a une liste, tout simplement ici on va chercher la backend query et ici on va chercher directement les outils et on les affiche. Et en utilisant un langage qui est un peu spécifique, je dirais qu'à Flutterflow, c'est le JSON path. Donc en gros, c'est le cheminement du JSON. Donc pour ça, en fait, quand vous allez avoir des données qui viennent d'API, vous allez utiliser le langage JSON que je vous recommande d'apprendre si vous débutez dans le no-code. C'est le langage le plus important à connaître. Et en utilisant ce JSON path, vous allez pouvoir venir chercher le nom de chaque élément. Je referai une vidéo sur le JSON path parce que c'est quelque chose qui est hyper compliqué, mais sachez que c'est relativement simple une fois qu'on maîtrise un peu les bases de venir afficher des éléments. Je reviens sur quelque chose que je n'avais pas montré tout à l'heure. Chacun des éléments qu'on va mettre, que ce soit une image, etc., ils ont des caractéristiques propres qui ne peuvent être modifiées ici. Donc on peut modifier le thème, on peut modifier la police, on peut modifier la couleur, on peut rendre tout ça dynamique. Par exemple, on peut modifier la couleur en fonction de certains paramètres. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet à ce niveau-là. Je vais passer tout de suite aux écrans. Donc là, c'est là où on a tous les écrans. Et ici, c'est là où on a tous les symboles. Alors, les symboles, c'est plutôt des composants. Vous allez pouvoir avoir toutes vos petites pop-up qui vont pouvoir être affichées ici. Voilà, c'est un bon moyen de différencier. Ici, c'est là où vous allez avoir tous vos écrans. Ici, c'est les composants et les pop-up, puisque en général, ils ne font pas vraiment la taille d'un écran. Ils font un petit peu moins, donc ça rentre dans les composants. Ensuite, sur la base de données, voilà, c'est là où vous allez mettre, vous pouvez définir un type de champ, etc. Et ensuite, vous pouvez définir dans toutes ces données. Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un nombre entier? Est-ce que c'est un nombre décimal? Est-ce que c'est un boolean, donc c'est-à-dire une condition oui/non? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un audio? Est-ce que c'est une date, donc date et heure? Est-ce que c'est des coordonnées GPS? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une référence à une autre base de données ou est-ce que c'est un data type? Donc ça, c'est un type de données. Vous allez ensuite pouvoir les nommer, les modifier et ensuite ici, quand vous cliquez là, vous pouvez accéder à la base de données et modifier les éléments directement dans la base de données. Alors ça, c'est pas encore parfait. Je dirais que c'est un des trucs qui est perfectible, mais vous allez voir, c'est quand même assez straightforward. Vous allez comprendre à peu près à quoi ça correspond. Ensuite ici, donc on a nos local states, donc on peut créer des states de variables ici et on peut définir entre tous ces éléments-là. Donc on peut stocker des chiffres entiers, des chiffres décimaux, des textes, enfin à peu près la même chose que dans la base de données. Et la différence entre ça et ça, c'est que ça va le stocker sur Firebase dans la base de données, tandis que ça va le stocker sur le téléphone. Donc très utile pour des éléments que vous n'avez pas forcément besoin de stocker dans les bases de données, parce qu'il faut savoir que Firebase a un coût, et que le plus vous avez d'interaction avec votre base de données, le plus ça va vous coûter à la fin. Donc ici, c'est un bon moyen de réduire ses coûts en stockant de manière temporaire ou non d'ailleurs. Temporaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où votre donnée elle sera plus dans le téléphone, et persisting, c'est elle va rester dans le téléphone quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a les API calls, donc on peut venir ajouter des API calls ici et les tester. On a un moteur qui le fait plutôt bien et on a une documentation aussi qui est générée. On a ici tous nos médias, donc on peut en uploader directement ici ou les uploader autre part quand on crée notre application. Et ensuite ici on a les custom functions, donc on peut faire des custom functions. En général ça va être pour faire des fonctions par exemple mathématiques. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y a une intégration avec OpenAI qui vous aide, donc OpenAI Codex, qui est la technologie de OpenAI qui vous permet de vous aider à générer du code. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est incroyable et qui va vous aider à créer des applications facilement sur Flutterflow. Dernière partie, c'est les réglages. Et dans ces réglages, vous allez retrouver plein de choses. Donc déjà, vous allez retrouver votre thème avec les différentes typos, les différents indicateurs de chargement, les icônes customisées que vous avez ajoutées. Ensuite, vous avez les éléments pour collaborer avec les membres de vos équipes, Firebase, donc tout ce qui a trait à Firebase, les langues si vous faites une app multilingue par exemple. Ça, pareil, c'est vraiment incroyable et c'est game changer comparé à d'autres outils no-code un peu du même style. Ensuite, il y a l'authentification avec Firebase. Vous pouvez définir des pages d'entrée. Donc, si l'utilisateur est connecté, il va où? Et si l'utilisateur n'est pas connecté, il va où? Vous pouvez intégrer ensuite Stripe, les paiements avec Stripe.
Braintree, qui est l'équivalent de Stripe de PayPal, ou RevenueCat. Donc ça, RevenueCat, c'est pour les achats intégrés sur les stores. Et ensuite, vous avez Supabase, GitHub, Algolia, Google Analytics, Google Maps et Mux Livestream si vous avez envie de mettre des livestreams dans votre application. Et enfin, on va terminer avec la barre du haut. Tout simplement ici, c'est là où vous allez pouvoir faire du versioning de vos applications. Donc par exemple, quand vous créez une nouvelle version de votre application, c'est ici que ça se passe pour sauvegarder. Ici, c'est le debugger, donc c'est là où il va vous dire s'il y a des bugs. Ici, c'est là où vous allez mettre, où vous aurez tous les commentaires. Ici, c'est là où vous allez trouver votre code de l'application. Et ici, c'est là où vous allez partager le projet. Et ici, c'est là où vous allez pouvoir soit regarder, soit tester directement votre application. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a servi, j'espère que Flutterflow est plus clair pour vous. Mon avis sur Flutterflow, c'est que c'est le meilleur outil pour faire des applications mobiles. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo comparative entre Adalo, Flutterflow et Glide. Je pense que c'est de loin le meilleur outil sur le marché en ce moment. Si vous avez des questions, des trucs qui vous bloquent, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus, pensez à aller voir la plateforme. Il y a des formations pour vous aider à vous lancer avec le no-code. Pensez à vous abonner à mon édito teo.fr/édito. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.